Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode de The Little Big Show. C'est également le dernier épisode de l'année 2017. Je vous propose de découvrir le parcours étonnant et détonnant de Martine Cadet, fondatrice de Latitude RH. Elle passera notamment chez Google, où vous écouterez cette belle aventure, chez British American Tobacco à La Réunion ou encore la SIDR, avant de créer sa propre structure pour accompagner les entreprises réunionnaises dans le coaching et dans l'aspect RH. Martine Cadet, dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Salut Julien. Comment ça va ? Bah bien, très bien. Là, on se retrouve, on est au Carré. Ouais. C'est quoi le Carré ? Le Carré, alors à Piton-Saint-Leu, le Carré, c'est un centre d'affaires, un lieu de coworking pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de bureau attitré, on va dire, ou ceux qui souhaitent domicilier une société ou venir pour des réunions, conférences ou autre. Un petit lieu sympa. 2-3 années qu'il y en a de plus en plus des C'est espaces ça. de coworking, il y a une grosse demande maintenant. Ça se développe, oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que même dans nos modes de travail en tant qu'indépendant, c'est vraiment intéressant d'avoir ces lieux-là. Ouais. Et donc, tu as été nominé dans The Little Big Show, donc on est déjà à l'épisode numéro 11, et tu as été nominé par Franziska Goder-Bauer. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette personne ? Tu la connais bien ? Ah oui, je la connais très bien, Franziska. C'est une très grande amie, dans le cas, c'est qu'elle veut dire, parce qu'elle est grande. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'ai connu effectivement dans le cadre professionnel, lors d'une formation de coaching. Et on a très vite sympathisé. C'est marrant, je l'avais déjà vue en fait lors d'une soirée SFR à l'époque quand elle travaillait là-bas, et je me disais tiens, cette personne elle a l'air vraiment intéressante. Et du coup voilà, j'ai fait connaissance par la suite, et soi-disant c'était pour le boulot, pour développer un peu mon réseau, puis on faisait le même métier, donc c'était intéressant d'échanger. Et en fait ça a accroché et on est devenus de très bonnes amies. Ouais. Et vous avez fait un raid Amazon ensemble ? Et on a fait le raid Amazon ensemble. Alors effectivement, ça rapproche d'autant Moi, plus. j'ai eu la chance, j'ai vu les photos. C'est vrai ? Quelques photos. T'as vu quelques photos ? Ouais, tu peux en trouver encore. Effectivement, oui, c'était un challenge que moi j'avais depuis déjà plusieurs années quand j'avais découvert le raid. Et je m'étais dit, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire un jour dans ma vie. Et c'est revenu il y a 2 ans, puis c'est tombé à l'eau. Et puis après, finalement, je me suis dit non, il faut y aller. Donc voilà, avec Franziska, ça a été une situation assez inattendue où on en a parlé le même jour. Et puis je lui dis en rigolant, ça te dit ? Puis elle me regarde, j'allais te poser la même question. Je dis écoute, on est parti. Et voilà, puis on en a trouvé une troisième, Alexandra Lefebvre, avec qui on l'a fait. Ouais. Et ça a été une aventure extraordinaire, vraiment. C'est génial, là, cette spontanéité-là. Oui, c'est ça, exactement. J'aimerais qu'on puisse... J'aimerais savoir d'où tu viens. J'ai compris que tu viens du Tampon ? Oui, c'est ça, le Tampon. Alors, j'ai grandi au Tampon, ouais. Je suis née à Saint-Louis. T'es née à Saint-Louis ? Ouais, ok. Voilà, c'est ça. À Saint-Louis, de parents réunionnais, tous les deux. Ouais, voilà, Réunionnais 100%. 100% réunionnais, ça remonte à plusieurs générations. Le Cadet, c'est un nom de la Réunion. C'est un nom, Je connais un seul Cadet, moi, c'est Frédéric Cadet, qui est ancien VP de la région Réunion. Ça a quelque chose à voir ? Non. Ok. Pas que je sache. Non, mais on est assez nombreux, effectivement, sur l'île. C'est un nom assez répandu. Et donc, voilà, moi, du coup, c'est plutôt le sud, quoi. Mon père, qui a grandi dans la région de l'Étang Salé les Hauts, et ma grand-mère du côté de Terre Sainte, Saint-Pierre. Donc, voilà, une réunionnaise. Et t'as grandi dans quel environnement ? Tes parents, ils faisaient quoi ? Ils étaient commerçants, artisans Alors, mes parents, ils étaient tous les deux fonctionnaires. Ouais. Il n'y a pas de honte, mes 2 parents étaient profs. C'est vrai. Ça va, je me sens moins seule. Non, enfin voilà. Non, donc on a grandi. Enfin, j'ai grandi au Tampon. Ouais. Né à Saint-Louis, puis ensuite on a déménagé au Tampon. Et donc ça a été dans cet environnement plutôt sécurisé et serein. Dans un quartier posé au Tampon près du lycée Roland-Garros, et effectivement dans une ville soit un peu particulière parce que le Tampon c'est que des pentes,
c'est très pentu. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai souvenir de. On sent qu'on est sur un volcan au tampon quand même. Ah ouais, c'est bien ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et donc voilà, j'ai souvenir d'arpenter la ville de long en large et de souvent râler auprès de mes parents parce qu'il fallait que j'aille à pied et que j'aurais aimé qu'ils m'emmènent en voiture. Et du coup, tu dis qu'il était fonctionnaire, il faisait quoi? Alors mon père était garde champêtre. Donc la nouvelle appellation, c'est policier municipal. D'accord, ok. Voilà, mais lui, il a gardé l'ancien titre. Et donc à la rivière Saint-Louis, c'était là où il a été posé. Et maman, elle est monitrice éducatrice, enfin elle était monitrice éducatrice au Petit Tampon, donc c'est un quartier du Tampon. D'accord. Et voilà, elle a fait ça aussi toute sa vie. Et donc voilà, je les ai vus chacun dans des métiers plus ou moins choisis, mais en tout cas dans lesquels ils se sont impliqués. Et voilà, ils ont un statut qui nous a apporté, j'ai envie de dire, un certain confort et en même temps que pour autant qu'il m'a jamais fait envie non plus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et pas envie, ça veut dire aussi pas du tout envie, ou est-ce que moi je sais que avoir mes deux parents profs, ça m'a juste je me suis juste dit je serais pas prof. Oui, je peux comprendre. Alors moi, c'est pas leur métier en soi où je me suis dit je ferais jamais ça. C'est plus ce que j'avais associé au statut de fonctionnaire, quoi. C'est pas eux qui m'ont donné cette image-là, loin de là, parce que mes parents ont été impliqués et investis dans ce qu'ils ont fait. Mais c'était plus ce qu'il y avait autour de ça. Et c'est vrai que mon père, quand je suis rentrée à La Réunion et que je cherchais du boulot, qu'il me disait passe un concours, rentre dans la fonction publique, tu verras, tu réussiras plutôt bien là-dedans. Ça ne m'attirait pas du tout, quoi. Ça, voilà, je me voyais pas dans quelque chose de si tracé. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, la question, si t'étais une enfant comment? T'étais une ravageuse, t'étais studieuse, Waouh, ça c'est une question. J'étais plutôt posée en fait, je pense plutôt sage, je dirais. Ouais. Dans l'observation, pas du tout ravageuse, non, je crois pas. Moi, j'ai pas eu des retours de ce type-là. Voilà. Et à l'école, t'es bonne élève? Plutôt, oui. Je faisais partie du peloton avant, on va dire, quoi. Mais j'ai pas, moi, souvenir d'être une élève extraordinaire ou de particulièrement exceller, quoi. Mais je trouvais pas ça non plus extrêmement compliqué, quoi. Voilà. D'accord. L'école, ouais. Et t'as grandi, t'étais dans une famille où t'étais la seule enfant? Non, j'ai un grand frère, Yannick, qui a 3 ans de plus que moi, à peu près. Et du coup, oui, voilà, mon côté plus ravageur peut-être vient de lui et avec lui, parce que nous, tu me passeras l'expression, mais on se fritait beaucoup, quoi. C'était vraiment un mode de fonctionnement qu'on avait tous les deux et on s'adore. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très important pour moi, mais voilà, on se fritait beaucoup. Et du coup, oui, j'ai plus été du coup dans pas le mimétisme de ce que faisait mon frère, mais voilà, à partir du moment où il s'inscrivait dans une activité sportive, on pouvait être sûr que dans les 2 semaines, j'étais inscrite aussi. Et tu faisais quoi comme sport? Du coup, j'ai fait du basket parce qu'il faisait du basket, j'ai fait du squash parce qu'il faisait du squash, et je me suis arrêtée quand il s'est inscrit au Vieux de Vodao, et que j'ai été voir un cours et que je me suis dit, ouais, bon, là, je vais me calmer. C'est quoi, c'est un art martial? Un art martial qui était quand même assez demandeur physiquement, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que je vais dire? Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est se dire on a tous vécu telle ou telle enfance, et en fait, souvent, l'enfant qui est en nous, il impacte certaines décisions dans notre vie après, voire même des décisions dans le quotidien. Et quel aspect de ton enfant tu gardes encore en toi? Moi, je dirais que c'est le côté observateur, pas observatrice, tu vois. J'ai souvenir d'être une petite fille qui observait beaucoup ce qui se passait autour de moi et qui apprenait énormément comme ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui et du coup qui fait que, entre guillemets, je peux me fondre dans n'importe quel environnement et en très peu de temps en apprendre les codes et donc me débrouiller dans cet environnement-là sans difficulté, quoi. Et quand tu penses à ça, étant enfant, il y a quoi comme souvenir qui te revient du coup? Ouais, là, un souvenir qui me reviendrait, c'est assise au Mac. Mes grands-parents avaient une maison au Mac, et assise sur un petit tabouret avec une fleur dans les mains en train de jouer et à regarder mon papy et ma mamie qui vaquaient à leurs occupations et apprendre du coup en les regardant faire, quoi. D'accord, l'observation
Donc tu fais collège, lycée au tampon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Et ouais. donc tu passes en bac S. Ouais. Et après, là, tu as envie de partir. Et là, alors l'envie de Alors, partir, elle ça. me vient bien avant ça. Bien avant, ah ouais. Alors elle me vient dès le collège, dès la 6e. Je me Ah oui. souviendrai toujours de ce moment où je débarque dans la cuisine et je dis à ma mère en 6e, ça faisait pas très longtemps que j'y étais, que moi un jour quand je serai grande, j'irai faire mes études en France. Ah oui. Et ouais, ça m'est resté ce truc parce que vraiment après, ça a été un objectif, quoi. Je savais que je partirais de toute façon. Donc après, ça s'est construit. J'ai envie de dire, après, j'ai vécu ma vie comme ça. Mais déjà, en arrivant au lycée, j'ai voulu aller faire ma terminale en métropole et mes parents n'étaient pas d'accord. Ah oui. Et du coup, c'est resté. Et puis, dès qu'il a fallu faire un choix d'études, c'était évident que ça allait être ailleurs, quoi. T'avais choisi quoi comme spécialité pour dire je veux faire ma terminale en France? Aucune. Hein, aucune spécialité. C'était juste je veux bouger, je veux vivre autre chose. Ouais. Et tes parents, ils étaient comment par rapport à ça? Ils n'étaient pas d'accord. Ouais. Ils trouvaient que c'était trop tôt et que j'avais plus qu'un an à attendre avant de partir et que, voilà, que ça devrait le faire. Puis surtout que du coup, je prenais la solution de facilité en disant que j'allais chez une de mes tantes qui vivait en région parisienne dans un quartier un peu chaud. Et ils me disaient, mais c'est juste pas le moment de te mettre dans cette situation. Avec du recul, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Il y avait qu'un an à attendre, c'était bon. Et donc, du coup, tu passes ton bac et tu files à La Rochelle. Ouais, c'est ça. Je file à La Rochelle. À l'ESC La Rochelle. La Rochelle. Mais en fait, plus précisément, la formation qui s'appelle Bachelor. Bachelor, d'accord. Parce qu'en fait, l'ESC, du coup, c'est l'école de commerce. Pour ça, il faut normalement faire 2 années de prépa. Ouais. Et moi, je choisis en fait une école qui n'a pas besoin de prépa. L'école intégrée. Voilà, ça, hein. c'est ça. En lien avec la CCI et qui permet de rentrer après bac. Et c'est une école en 4 ans. Et je choisis cette école en particulier parce qu'elle permet de partir 2 ans à l'étranger. Et donc, en plus de partir faire mes études en métropole, je savais déjà que je voulais partir aussi à l'international. Et juste pour revenir en 6e, d'où ça t'est venu de vouloir partir comme ça? Écoute, c'est une bonne question. Je pourrais pas te dire comme ça. C'est juste que les films, l'indépendance, je crois surtout. Ouais. L'envie d'indépendance, quoi. De faire mon chemin à moi, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Vraiment de faire mon chemin et de. Je me sens aujourd'hui, je me sens vraiment créole, mais parce que je l'ai choisi. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que je voulais qu'on m'impose. T'as vu ailleurs. Voilà. Ouais. Et du coup, je sais qui je suis, je sais c'est quoi ma culture et mes racines et tout ça. Mais j'avais besoin de me confronter à autre chose. Donc je pense que ça venait aussi de là depuis. C'était un côté un peu rebelle, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. J'avais depuis la 6e à me dire j'irai voir ailleurs, quoi. Et donc tu te sens créole après t'être rendu compte que en fait t'es pas anglaise parce que t'es partie en Angleterre du coup. Ouais, j'ai fait 2 ans. Donc t'avais 4 ans d'école. 4 ans d'école. 2 ans à l'étranger. Voilà, première année à La Rochelle, 2e et 3e année en Angleterre, et puis la dernière année retour à La Rochelle. Ah, et donc t'as fait 2 ans en à Angleterre. Oxford, c'est ça. Oxford. Ouais. Ce qui sur mon CV claque parce qu'en fait quand tout le monde voit marqué Oxford University tout de suite c'est waouh, t'as fait Oxford. Moi je vois la rue Oxford sur le Monopoly et j'achète. Tu vois, c'est ça exactement, c'est Oxford. Sauf qu'en fait c'est Oxford Brookes University et c'est pas Oxford the Oxford en plein centre-ville de Oxford. Voilà, mais ça a été une expérience extraordinaire. L'Angleterre, ça a été quelque chose de très très formateur parce que Et tu parlais anglais déjà? Oui, je parlais anglais, je me débrouillais plutôt bien, mais le fait de te retrouver non-stop en anglais, de devoir gérer le moindre aspect de ta vie en anglais, effectivement, c'est quand même une claque, quoi. Enfin, voilà. Mais tu apprends super vite, du coup, tu es en immersion totale et c'est le meilleur des moyens de devenir bilingue très rapidement, quoi. Et comment tu t'organises pour débarquer Écoute, c'est ça qui était bien, c'est que ça faisait partie d'un cursus universitaire. Donc tout était organisé entre guillemets pour nous. On faisait partie d'ailleurs on avait une aide Erasmus. Enfin tout était prévu. On n'avait plus entre guillemets que des dossiers à remplir. Et puis après, l'université, on n'avait pas le choix. C'était celle-ci, pas une autre. Voilà. Et après sur place, il n'y avait plus qu'à choisir le logement étudiant. Tu débarques, puis là tu rejoins une communauté et puis c'est parti, quoi. Donc c'était quand même dans un cadre privilégié, j'ai envie de dire, assez.
il n'y avait pas de stress sur l'organisation et tout ça. Après, effectivement, une fois sur place, on était un peu livré à nous-mêmes, ce qui était après aussi un peu normal, quoi. Ça faisait partie du process, quoi. Et là, tu commences direct à travailler, j'ai l'impression. Alors ça, Ouais. c'est la deuxième année en fait où je suis en Angleterre. En fait, si tu veux, c'était un système où on Royal devait faire Mail. pendant nos études 1 an de stage. Ouais. Et on avait le choix soit de partir effectivement sur une destination où on faisait une année pleine d'université et une année pleine en entreprise, ou destination où c'était 6 mois université, 6 mois entreprise et pareil l'année d'après. Moi, j'ai fait ce choix de grouper en fait. Parce que ça me paraissait plus pertinent et je me suis dit c'est vraiment l'occasion d'ailleurs de faire 1 an plein dans une société à l'international, quoi. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là et effectivement la deuxième année du coup j'ai travaillé pour Consigna qui en fait est l'ancienne Post Office et c'était au moment justement où ça a été privatisé et donc j'étais là-bas au service RH. Et est-ce que c'est alors du coup est-ce que c'est là que tu commences à t'intéresser aux ressources humaines? Non, ça vient d'avant. Ça vient Les ressources humaines, ça me vient de ma première année donc en école de commerce, les premiers mois de mémoire, on avait des séminaires où on faisait en gros de la démarche commerciale, on apprenait à se vendre, à vendre un produit, et je me retrouvais pas du tout là-dedans en fait, mais vraiment pas. Ouais. Et c'est les premiers cours que tu... Ouais, c'est les premiers cours vraiment, j'ai envie de dire, en commerce que je fais, et où je me dis ça me parle pas. Mais Donc pour t'es autant, pas du tout commercial alors? Non, alors là, ouais, ça c'est un truc, par contre, c'est pas ma grande spécialité, effectivement. Mais pour autant, j'aimais beaucoup l'environnement école de commerce, j'aimais beaucoup les cours qu'on avait dans tous les autres domaines, mais voilà, ça, je me disais, c'est pas mon truc. Et en fait, en me documentant un peu, j'ai découvert la gestion des ressources humaines. Et ça, tout de suite, ça m'a énormément parlé, en me disant, ouais, l'humain, ça me parle, et en fait, tout ce que j'apprends là par rapport au commerce, je peux le transférer à la dimension humaine. Ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça m'a tout de suite touchée. Et donc j'ai monté mon cursus dans ce sens-là, sachant que j'étais dans une école de commerce et que ça n'était pas du tout prévu et que en plus cette école n'avait aucune spécialisation en gestion des ressources humaines. Ah oui, ok. Donc du coup j'ai très rapidement dû prendre mon parcours en main, d'où le choix de l'Angleterre aussi. C'est qu'en Angleterre en fait quand tu arrives, on avait genre 3 cours imposés. Et tout le reste, tu montes en fait ton parcours dans un cadre précis. Tu peux pas aller faire des cours de macramé ou autre. Enfin voilà, si t'es en option business. Mais du coup, j'ai pu choisir essentiellement des cours en RH. Et là, du coup, c'est l'ouverture à la gestion RH anglo-saxonne et ça a été une découverte vraiment très intéressante, quoi, qui a demandé beaucoup de travail perso parce que je partais de rien. Mais où vraiment, ça y est, je touchais au cœur de ce que j'aimais et en même temps, je pouvais tout à fait faire le lien avec les cours de marketing, les cours d'organisation d'entreprise et ainsi de suite, quoi. Donc, import-export et compagnie, où je me disais, je voyais bien. En fait, j'avais l'image déjà de me dire, pour être une bonne DRH un jour, il va falloir absolument que je comprenne comment fonctionne l'entreprise et que j'en connaisse les métiers. Et donc, en faisant mes études là-dedans, c'est déjà un premier pied à l'étrier que je mets, du coup, en faisant ça. Donc, voilà. Et donc, comment ils t'apprennent les RH en Angleterre? C'est différent de ce que tu as appris à La Rochelle et de la manière dont après tu as exercé les RH en France? Alors, je peux pas dire si c'est différent par rapport à La Rochelle, parce que comme je te disais, dans mon école, il n'y avait pas de cours en RH. Donc j'en avais jamais fait. Moi, c'était mes premiers cours. C'était vraiment à Oxford. Voilà, c'est ça. Donc c'était la découverte à la fois de leur méthode d'enseignement et de la gestion RH à l'anglo-saxonne, qui est très centrée en fait sur des process qu'on décline et pas forcément sur toute cette approche administrative et gestion du personnel, où, entre guillemets, ils partent un peu du principe que ça, tu l'apprendras quoi qu'il arrive. Mais qu'on est plus sur une dimension people development, voilà, tout ce genre d'aspect-là. Développement RH, quoi, du coup. Voilà, vraiment sur du développement. Donc, du coup, j'apprends tous ces éléments-là et je décide, en fait, de faire mon mémoire en anglais sur une thématique RH. Ouais. Qui pareil dénote complètement par rapport au parcours de mon école de rattachement à La Rochelle, donc je dois obtenir une autorisation spéciale pour ça et on me dit ok vas-y fais-le, par contre tu vas être un peu seul là-dessus, faudra que tu te débrouilles, quoi. Sur l'attraction et la fidélisation des jeunes talents. Des jeunes talents de la génération X.
particulièrement, parce que du coup c'était super intéressant, à ce moment-là, voilà, c'était pour moi la grande, c'était même un peu en saut, avance en plus, un saut dans le vide qui m'a amené plein de rencontres et de découvertes vraiment vraiment intéressantes et en même temps, je t'avoue qu'au début, j'y allais complètement à l'aveuglette, quoi. Enfin, on m'a dit qu'il fallait que je prenne un truc vraiment spécifique et que si je voulais le faire dans les RH, il fallait que ce soit quelque chose qui soit innovant et voilà. Donc je me jette un peu à l'eau, quoi. Alors comment on attire, on fidélise les jeunes talents? Alors comme tu peux voir, ça remonte à quelques temps quand même. Hein, en 98, en 2001, comment Alors voilà, attirer et fidéliser les jeunes talents? Rien de bien, j'ai envie de dire, grandiose. Enfin, en tout cas, moi, de là où je regardais, de là où je me situais, je trouvais pas ça totalement innovant. Mais effectivement, pour les générations passées, c'était une approche nouvelle du management qui était, ben oui, il va falloir aller davantage dans le laisser-faire. Il va falloir leur laisser davantage de choix. Et il va falloir comprendre qu'effectivement, la notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle fait son apparition et que pour cette génération-là, c'est eux qui vont la tester et l'expérimenter et que c'est important pour eux. Et qu'il y avait vraiment cette notion que j'aime beaucoup d'ailleurs toujours aujourd'hui, d'employabilité, où le meilleur moyen en fait de fidéliser des jeunes de cette génération-là, c'est de leur faire développer leur employabilité. C'est de comprendre que pour nous, la sécurité de l'emploi, elle est en nous en fait. Et qu'à partir du moment où un employeur mise là-dessus, il a de fortes chances en fait de garder ce collaborateur une longue période. Je dirais pas à vie, parce que ça n'existe plus, mais qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui va lui être reconnaissant d'avoir investi effectivement dans son développement personnel. Dans sa formation, du coup. Dans sa formation, exactement. Dans le fait que tu continues à développer tes compétences, quoi qu'il arrive, entre guillemets, et que tu es certain que tu rebondiras toujours à tout moment dans ton parcours professionnel parce que tu as investi dans tes capacités professionnelles. Et ça, c'était un peu la clé, du coup, du paradigme, quoi, de dire comment je fais pour retenir cette nouvelle génération qui arrive. C'est... je prends en compte le fait que les carrières elles sont de plus en plus courtes et que ce qui va retenir un candidat chez moi le plus longtemps possible, c'est de lui dire chez nous tu vas grandir et tu vas continuer à être formé, quoi. C'est ça, tu vas continuer à être formé et tu continueras à apprendre. Toujours tu apprendras. D'accord, c'est intéressant. Et donc ça tu le fais quand tu es chez... Alors du coup, ça je le fais pendant mes études en Angleterre et à La Rochelle. Tu vois, le mémoire démarre sur les... En fait, je le fais sur les 2 dernières années d'études. Et tu vas à la rencontre d'entreprises anglaises? En fait, je démarre du coup à la rédaction en Angleterre, j'anticipe, et du coup, effectivement, je rencontre du monde, plutôt dans la boîte où je suis d'ailleurs, chez Consignia. J'avais une tutrice et responsable de département RH, Caroline Cox, qui était juste... vraiment top là-dessus et qui m'a ouvert plein de portes et qui adorait échanger sur cette thématique. D'accord. Et qui du coup m'a guidée sur des bouquins. Et puis après, de fil en aiguille, effectivement, il y a des... tu sais, t'as des auteurs anglo-saxons qui sont très, très open dans le sens où t'as un mail en fin de bouquin, en fait, t'envoies un mail. Ah oui. Et puis je leur dis, voilà, moi je suis une étudiante, je vais rédiger un truc là-dessus et il y a moyen qu'on échange. Et ils te répondent. Enfin, je trouvais ça assez incroyable, en fait. Et du coup, voilà, j'ai écrit à des auteurs comme ça, j'avais leurs témoignages, ils me guidaient vers quelqu'un d'autre, vers un autre bouquin. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Et donc tu finis ton mémoire. Ouais. Et après... Je vais à Aix-en-Provence. Tu continues tes études en... Parce que le bachelor, en fait, c'est comme une licence. C'est un bac plus 4. Ah, c'est un bac plus 4. C'est un bac plus 4. Donc en fait, je décide de continuer parce que à peu près 6 mois avant la fin du bachelor, je commence à postuler pour des postes en RH. Et en fait, je me rends compte que n'étant pas spécialisée là-dedans, les sociétés françaises, elles étaient extrêmement frileuses. Et donc je trouvais pas. Ou alors ce que je trouvais, c'était des postes d'assistante RH qui ne m'attiraient pas plus que ça, parce que j'allais me retrouver dans une position très administrative. Et puis tu l'avais déjà fait en plus. Et je l'avais déjà fait pendant mon stage, exactement. Et surtout, j'avais compris le fonctionnement. Si je mettais le pied là-dedans, ça allait être très compliqué par la suite d'évoluer sur des postes RH vraiment qui, moi, m'intéressaient plus en tout cas. D'accord. Du coup, je me dis, il faut que je me spécialise. Et je trouve l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors, je t'avoue que j'avais envie de retrouver un peu de soleil. Donc j'ai quand même en priorité cherché le sud.
et que je connaissais pas. Et pourquoi t'as pas souhaité revenir à La Réunion à ce moment-là? Il n'y avait pas de formation de Il y ce a pas de- type-là à La Réunion, Ok. tout simplement. Et j'étais pas prête à rentrer de toute façon. D'accord. J'étais pas encore prête. Donc direction Aix-en-Provence pendant... Direction Aix-en-Provence, et c'est drôle justement que tu fasses cette remarque par rapport à La Réunion, parce que, écoute, je suis rentrée à l'IAE d'Aix-en-Provence grâce au directeur justement de cette formation qui s'appelle Daniel Roland, qui adore La Réunion, Ah ouais? qui intervenait à ce moment-là à l'IAE de La Réunion. D'accord. Et en fait, ma candidature arrive dans les derniers, je suis un peu hors clou, et il a quasiment déjà recruté toute sa promo. Mais comme il voit marquer La Réunion, il m'appelle. Et je t'avoue que voilà, j'ai négocié de lui faire un gâteau chouchou, un truc comme ça, mais qu'il fallait absolument qu'on se rencontre. Et voilà, après, au final, j'ai intégré l'IAE d'Aix-en-Provence. Merci La Réunion. Et là, tu te spécialises en RH. Et je choisis cette IAE-là, cette formation-là, parce qu'en plus, c'était la seule que j'avais trouvée qui proposait, qui couplait à ça, en fait, un diplôme universitaire en management relationnel. Et moi, D'accord. j'avais, du coup, grâce à mon passage en Angleterre, compris que la gestion RH, oui, ok, c'est important, mais l'élément différenciateur, c'est de s'axer sur la partie relationnelle et vraiment mettre en avant l'humain, finalement, dans cette approche-là. Donc là, cette formation, c'était juste rêver. Et donc, c'est là, tu vois, où je vais découvrir le coaching, où je vais découvrir l'analyse transactionnelle, la PNL, tous ces domaines, en fait, qui C'est dans cette me formation-là. passionnent, qui vont là, ouais, ça va être là la grande découverte, et je me passionne du coup pour ça, quoi. Pour le coaching. Pour le coaching entre autres, mais pour tout ce qui est finalement méthodes qui permettent de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître, d'avoir des approches différentes que simplement des outils, j'ai envie de dire, voilà, basiques. Et tu as un stage obligatoire à la fin de Ouais, un stage ça obligatoire. Et chez Bristol Myers Squib. Squib. Ouais. En fait, Squid, c'est Squid, c'est pas ça. Squid, c'est autre chose. Qui font entre autres UPSA, la marque UPSA que tu dois D'accord, connaître, ok, voilà. ouais. Voilà. Donc oui, ça c'est du coup la Hop direction Paris. D'accord. Je passe pour un Parce que là, ovni, donc, tu fais Angleterre. Là, Angleterre, La Rochelle, Aix-en-Provence. Et après, Paris. Et donc ouais, je passe pour un ovni pour les 3/4 de ma promo, qui sont tous quasiment du sud, Ah oui. et qui me disent quoi, genre tu vas chercher un stage à Paris, quoi. Mais t'as un problème. Déjà, tu viens de La Réunion, t'as atterri en métropole, t'as un problème, et en plus tu vas à Paris, quoi. Et donc voilà, je continue. Moi, j'ai bien en tête, je sais ce que je veux, et donc c'est parti. Je décroche ce stage dans ce grand labo avec une responsable de stage donc qui s'appelait Marie Gauthier-Loisel. Vraiment une grande professionnelle RH qui va m'apprendre énormément de choses. Et surtout, pareil, là, tu vois, ma qualité d'observation revient à ce moment aussi, où effectivement, je l'observe faire et elle est top. Elle est vraiment top. Et ça m'inspire à me dire, mais ouais, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. C'est vraiment, je vais être une RH et pas n'importe quelle RH, quoi. Je veux être dans l'opérationnel, je veux être sur le terrain, je veux connaître les gens, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré chez elle? C'était son côté à la fois... elle avait un très bon relationnel. En même temps, c'était quelqu'un de ferme qui avait su se légitimer dans son rôle, en fait. Tu vois, elle était respectée au sein de la boîte. Et c'était pas forcément simple. C'est un environnement qui est assez concurrentiel, le côté pharmaceutique, qui est pas simple. Et elle avait vraiment fait sa place, elle était reconnue. Et surtout, j'admirais le fait que dans certaines réunions, elle m'avait proposé d'assister. Elle tenait tête au DG, mais d'une façon que je trouvais exemplaire, quoi. Et je me disais, ouais, moi un jour je veux faire ça. Un jour je vais tenir tête. C'est ça. D'accord. Et alors là, truc de ouf sur un CV, c'est que tu travailles chez Google. Ouais, c'est clair, truc de ouf, comme tu dis. Non, c'est vrai, c'est la référence qu'on aimerait tout savoir, mais c'est pas un peu la folie pour rentrer chez Google? C'est pas un peu l'enfer pour rentrer chez Google? Pas genre 2000 entretiens. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est assez incroyable d'ailleurs comment ça s'est passé. Hein. Google, Ah ouais? Ouais, je postule. On est en fin d'année. Et je vois l'offre. Donc là, c'est ton premier job au final. Ton premier job. Mon vrai job, oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai fait quand même 1 an en entreprise, donc j'ai quand même cette, j'ai envie de dire, cette confiance en moi. Pas de me dire, je sais bosser dans une boîte, ça, j'ai pas peur, quoi. Maintenant, le truc, c'est de trouver quelque chose. Et donc, je postule. Et en fait, le recruteur m'appelle.
Je crois que c'est la veille du réveillon de Noël, un truc comme ça, tu vois. Et il me dit oui, voilà, votre CV m'intéresse, c'est intéressant. Vous êtes dispo pour un entretien Déjà, je t'avoue, je suis bluffée d'avoir un retour comme ça. Puis la veille du réveillon, à me dire, maman, c'est ok. C'est quand que vous revenez. Je lui dis, voilà, j'étais au Sable d'Olonne à ce moment-là. Et il me dit, quand c'est que vous revenez sur Paris Je lui dis, ça tombe bien, je passe entre Noël et le jour de l'an. Oh, ok, très bien, on se croise à tel café, Place Madeleine. Wow. Tu vois, totalement informel en fait. Quoi. Alors qu'ils doivent recevoir, je sais pas, des milliers de CV c'est ce que tous les mois. Quoi. Alors tu vois, sur le coup, je me suis pas forcément dit ça. C'est avec du recul en fait que je me suis dit purée, mais j'ai vraiment eu du bol quoi. Alors juste pour moi, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Easy Recruit à Paris. Ouais. Et donc je vendais des solutions RH. Donc on essayait de contacter ces gens-là, qui sont les RH, qui sont surcontactés par les candidats, par les cabinets, par les gens qui vendent des SIRH. Tout le monde essaie de les contacter. Donc c'est pour ça que je trouve ça juste ouf que le gars est comme ça. et alors tu sais, j'ai vite compris en fait une fois que j'ai pris le poste. En fait, c'est que j'ai eu, c'est un concours de circonstances et comment dire, qui a joué, c'est qu'en fait le bureau était en création sur Paris. Ah oui. Ils étaient 10. Ah oui. Et lui, son job à ce recruteur-là, c'était de trouver quelqu'un pour l'épauler, pour en fait développer toute la zone Europe. Donc c'est pas comme s'il recevait justement des centaines de CV. C'était les 10 premiers de Google. C'était les 10 premiers de Google Paris, enfin France, qui étaient posés là. Et dans chaque bureau en Europe, tu avais comme ça 5 à 10 personnes max par bureau. Et l'ambition était qu'en un an, il fallait faire exploser la zone Europe. Il fallait doubler, voire tripler les effectifs sur la zone. Donc il avait besoin d'aide. et donc il n'a pas reçu des centaines de CV. Tu vois, on n'a pas été tant que ça. Et donc, on a fait cet entretien de façon informelle, comme je te disais. Mais bon, tu vois, moi, je me disais Google, je me souviens encore, quoi. J'ai passé 10 minutes à me dire, il faut que j'y aille en mode cool, en mode casual, en mode hyper habillé, comment je fais, enfin bref. Est-ce qu'il y aura un toboggan dans l'entrée pour que... Voilà, et puis non, mais il me donne rendez-vous dans un café. Enfin, tu vois, tu te dis, mince, c'est quoi voilà. Et donc, on fait l'entretien avec David Bizer, qui deviendra donc mon responsable pendant 1 an. Et pareil encore, quelqu'un de très pro, de très consciencieux qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc on fait cet entretien en anglais, tu vois, et ça se passe super bien, on rigole, ça se passe bien, voilà. C'était un anglais, David ? Un américain, David. David, c'est un américain. Et qui en fait était consultant externe pour Google, mais voilà, il travaillait pour eux, on va dire quasiment à temps plein. Et qui m'explique que voilà, il a besoin de quelqu'un et que si ça m'intéresse, il y a de fortes chances pour que ça puisse être moi, voilà. Et effectivement, il me rappelle une semaine après en me disant voilà, tu commences quand ? Tu es prête quand et là, je tombe des nues, tu vois, à me dire waouh, j'ai chopé le poste. Et là, il me dit mais il serait bien qu'en fait que tu commences un lundi parce qu'il va falloir que tu prennes l'avion le vendredi soir pour San Francisco. Et là, je dis pardon. Je vais quoi ? Je vais à San Francisco. Ah bah oui, on va aller dans la Silicon Valley, chez Google, la maison mère créatrice, fondatrice, pour te former, et puis pour que tu connaisses un peu l'environnement, puis pour que tu comprennes où tu mets les pieds, quoi. Wow. Et là, je t'avoue que c'est le truc, mais je commence demain, en fait, maintenant, là, c'est pas possible. J'arrive tout de suite. C'est ça, j'arrive. Et donc voilà, me voilà partie... je crois 1 semaine après pour San Francisco, jamais parti aux États-Unis. Et puis il me dit si quand même je vais t'accompagner, je vais venir avec toi pour te présenter. Ah oui, quand même, je veux bien. Quand même. Ouais. Donc voilà, et donc voilà, je débarque à San Francisco, un truc de fou quoi. On me prend un hôtel, enfin tu vois, moi je démarre quoi. C'est un événement. Un univers totalement nouveau pour moi. Ouais. Je débarque là-bas, il me dépose dans un hôtel super sympa en plein centre-ville et il me dit voilà, lundi matin à 9h, rendez-vous dans le hall, t'as quelqu'un qui passera te chercher, il t'emmènera dans la Silicon Valley. Ah oui, d'accord. À Mountain View, ah ouais, d'accord, moi je rêvais avec les mots, tu vois, énorme. Et donc voilà, c'est ça. Je passe un week-end à découvrir San Francisco. Et puis le lundi matin, voilà, il y a cette fille qui débarque, je me souviens encore de son nom, Sarah Morishige, qui vient me chercher et on est parti quoi. Et là j'arrive là-bas et c'est un campus. Ouais, c'est comme un campus universitaire. C'est ça. C'est ça, c'est un campus universitaire et t'as tout le monde qui est là. Je pense même qu'il y a des gens qui habitent sur le lieu tellement t'as l'impression qu'ils sortent jamais de là. Et c'est hyper fun, c'est coloré partout. Et t'as à chaque étage, en fait, tu as des étagères remplies de bonbons, biscuits, gâteaux. Tu as tout ce qu'il faut pour manger, tu as tout ce qu'il faut pour rester là, en fait. Puis je vois un planning avec des cours de yoga, des cours de volley.
Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi? En fait, je veux pas retourner à Paris. En fait, c'est ça. Il n'y avait pas un poste ici. Et puis là, il me dit, évidemment, il me le dit, bon, alors, je te préviens, le bureau de Paris, c'est pas du tout ça. Hein. Oh merde. Enfin, voilà. Et du coup, je passe une semaine là-bas, j'apprends le métier qui doit être le mien. Donc, c'était très normé, très standardisé. Et le but était d'être extrêmement efficace parce qu'effectivement, on devait recruter un volume de candidats qui était assez impressionnant. Et donc voilà, j'apprends ça en une semaine et puis hop, retour. Donc là, tu apprends les méthodes de recrutement de Google. Voilà. Et alors, de la Google, question, c'est quoi et particulièrement celle de David Beazer, qui est donc celui qui me recrute, qui travaille avec cette personne-là aux États-Unis, qui est donc ma formatrice, Sarah Morishige. Et parce qu'il a des façons de travailler qui sont particulières et qui font que c'est le recruteur de Google. Ah oui. Je me rends compte après coup que je bosse avec le gars qui est reconnu des deux fondateurs à ce moment-là. Et du coup, j'apprends ça. Si tu veux, la méthode en elle-même, j'ai envie de dire, avec du recul, elle m'a beaucoup apporté. Mais elle était particulière, quoi. C'est que c'était un peu comme si tu es effectivement dans un cabinet de recrutement. Et en fait, toutes les semaines, tous les vendredis, on avait un timing par rapport au décalage horaire aux États-Unis. Il fallait que quand ils arrivaient au bureau le matin, en fait, il fallait qu'ils aient les dossiers de recrutement de Paris, enfin de la zone Europe, du coup, pour dire qu'ils soient sur leur bureau. Voilà. Et donc, ils prenaient chaque candidature qu'ils épluchaient en fait, et donc nous on préparait ces dossiers-là. Tu vois, donc c'était quand je dis que c'est comme dans un cabinet de recrutement, c'est que tu vois, c'est comme si tu présentes à ton client ton candidat, et comme tu sais que c'est le bon, ben tu le vends au mieux, quoi. Et en fait, au fil des mois, les critères sont devenus de plus en plus exigeants, de plus en plus compliqués. Tu vois, par exemple, à un moment, il fallait que le candidat, il ait absolument eu une expérience humanitaire dans son parcours. Ah ouais. Ce qui était complexe parce qu'en France, c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de nos pratiques. Ouais. Donc on se retrouvait avec beaucoup de candidats qui en fait venaient d'Angleterre. Donc il fallait défendre le fait que oui, mais attendez, en France, on a aussi des super candidats et il faut qu'ils passent le truc. Après, il y avait l'exigence par rapport aux écoles qui montait de plus en plus. Donc pareil, de vendre le fait que attends, ok, il a pas fait cette école-là. L'UAC Dijon, il a fait Dijon, c'est une bonne école. C'est déjà pas mal, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Et du coup. D'apprendre la rigueur, d'apprendre à être pertinent dans ce que tu dis, synthétique, voilà. Et puis après, de croiser les doigts et tu vois, d'attendre l'appel le lundi matin, c'est bon, purée, ça y est, c'est nickel. Ou alors de t'entendre dire non, celui-là, on n'en veut pas. Et il faut tout recommencer, il faut expliquer au candidat qui passe pas. Et il n'y avait pas de deuxième chance, c'était pas possible. Et alors, c'est quoi un peu les histoires quand tu leur dis oui et non, t'es candidat vrai? Tu vois bien, t'es peut-être passé par là, quoi, mais c'est une grande déception. C'est une grande déception que tu n'as pas eu. Que du coup, voilà, moi que j'ai pas eu, mais qu'effectivement, oui, c'était une grande déception. Donc, de leur expliquer pourquoi et de les aider à rebondir, et puis du coup de les diriger vers d'autres boîtes de la bulle internet qui étaient en train de grossir. Tu vois, il y avait tout se développer. Tu vois, il y avait Amazon, Facebook, toutes ces boîtes là, quoi. Donc de leur dire allez-y, quoi, c'est le moment, foncez, allez ailleurs. Tant pis, Google n'a pas voulu de vous, mais voilà, vous irez ailleurs. Mais au final, ça faisait qu'on recrutait des gens. En plus du parcours dont je te parlais, il y avait une question de personnalité. Ouais. Alors, les fondateurs validaient en fait le parcours et on va dire le profil, le pédigré, voilà. Ouais, le pédigré. Et en fait, le directeur local validait l'aspect personnalité. D'accord. Donc, en plus de tout ça, il fallait que tu sois fun. Ce qui n'était pas toujours simple, parce qu'on allait chercher du coup des profils un peu atypiques, quoi. Ouais. Et fun et disponible, parce que c'était des bureaux où voilà, on travaillait beaucoup en horaire un peu décalé, parce que en lien avec les États-Unis, avec le décalage horaire. Et donc ça crée une ambiance dans l'équipe qui était super sympa, parce qu'effectivement on n'était pas formatés, on n'était pas tous les mêmes, mais par contre il y avait un petit degré de... je dirais pas de folie, mais tu vois, de fun, qui faisait que tu pouvais entendre ton directeur en plein milieu de la semaine, il sentait tout le monde partir en vrille, il sonnait la cloche et c'était compète de baby-foot et là tout le monde se levait, on quittait les bureaux et t'avais pas le droit de rester dans ton bureau d'ailleurs, t'étais en pleine conversation avec un client, il débarquait, il tapait contre les murs, t'avais pas d'autre choix que de raccrocher et t'allais faire la compète de baby-foot, quoi, tu vois, c'était énorme, quoi. Et puis après, hop, tout le monde retournait au boulot et c'était bizarre, on avait un peu l'air schizophrène, tu vois, parfois... Où voilà, il est mercredi, il est 22h30 et t'as tout le monde au bureau encore et puis on commande à manger et on reste là, voilà. Donc c'était une expérience qui était
qui a vraiment été très intéressante, où effectivement, moi, c'était un moment où j'avais une totale disponibilité, donc j'ai adoré, je me suis investie à fond. Et ce que j'adorais particulièrement, que j'ai découvert comme pratique, qui devrait se retrouver partout, c'était le TGIF, le vendredi, Thanks God It's Friday. Et en gros, les résultats tombaient vers 16h, 16-17h, les résultats de la semaine. On avait un objectif posé tous les lundis. Du nombre de recrutements en fait. De recrutement entre autres, mais des chiffres de développement commercial, de parts de marché, de nouveaux clients, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'était vraiment monitoré de très très près. Il y avait un objectif d'expansion et de conquête de la zone Europe, tu vois, donc tous les bureaux se tiraient la bourre et on était suivis vraiment de près. Et effectivement, quand les chiffres tombaient le vendredi, s'ils étaient bons, à 16h, tu avais les magnums de champagne qui pétaient dans le bureau, quoi. Ah ouais. La musique à fond. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc tu imagines qu'on se battait pour que le vendredi, il y ait du champagne. TGIF, quoi. C'est ça. Et là, effectivement, c'était la fête. Tu n'as jamais bu autant de champagne C'est ça, parce qu'effectivement, quand je suis partie un an après, ils étaient, je sais plus, 60 ou 70 dans l'équipe, salariés. Quoi. Et c'était pareil dans tous les bureaux d'Europe. T'imagines, quoi, c'est parti de rien pour devenir très très gros, quoi. Donc non, c'était ça. J'ai la sensation d'avoir, tu vois, participé à une époque qui a été transitoire, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai recroisé certains collègues, c'est plus la même ambiance, c'est plus la même chose. On était dans des tout petits bureaux. Bon, je vais pas me plaindre, on est place de l'Étoile, dans des tout petits bureaux. mais c'est pas, voilà, après, quand je suis partie, quelques mois après, ils déménageaient place de l'Opéra sur quasiment tout un immeuble. Enfin, voilà, on n'était plus sur le même niveau. Ouais. Bon, et quand est-ce que tu nous fais venir Google à La Réunion, alors? J'ai essayé, tu vois, quand j'ai annoncé mon départ, justement, David Beazer, il a tout fait pour que je reste. J'ai fini par lui dire non, je rentre à La Réunion, là, la décision est prise. Et en lui disant, mais je sais pas, il y a peut-être moyen que je poste de La Réunion ou qu'on monte du coup. Il t'a demandé ça, ouais. Mais bon, voilà, c'était pas logistiquement pas possible, stratégiquement ça faisait pas partie de leur priorité. Et je pense que pour moi, c'était pas plus mal parce que je serais restée la tête à Paris en rentrant habiter à La Réunion, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais. Donc voilà. Et pourquoi tu pars ? Je pars parce que La Réunion me manque énormément, et que la vie parisienne ne me convient pas. Malgré les magnums. Malgré les magnums, ça suffit pas, ça ne fait pas tout. et ouais, voilà, une vie qui était sympa, mais qui me convenait pas, quoi. C'était pas, voilà, ça faisait déjà du coup 6 ans et demi que j'étais partie. Ouais. Et je ressentais vraiment le besoin de rentrer, de voir ce que je pouvais faire là et de tester autre chose. Et du coup, je me dis non, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Je rentre. J'ai pas fait tout ça pour vivre dans ces conditions, j'ai envie de dire, de vie, de survie, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme ça que je le vivais à Paris, quoi. Ah ouais. Survie. Pas au niveau boulot, hein, j'adorais ce que je faisais, c'était vraiment, j'arrêtais pas de voyager, de bouger, c'était super. Mais la vie en elle-même autour de ça, ça me convenait pas. Ouais, c'est 100% le travail. Puis c'est après, ça, au final, tu es dans un tout petit appart. Et voilà, et le week-end, du coup, tu vas faire du shopping pour te changer les idées, super. Alors, tu vas faire du vélo, mais du coup, tu fais du vélo sous la pluie, il fait gris. Tu vois, voilà, c'était pas très fun, quoi. Puis il n'y a pas de montée, il n'y a pas de côte. Ouais, c'est pas comme au tampon, c'est pas comme tu vois, au tampon. C'est ça. Et là, tu décides, tu reviens à La Réunion et tu débarques chez British American Tobacco. Tobacco, exactement. 5 ans en 2005. Et tu passes de assistante à RRH en 5 ans. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Comment tu trouves le taf ? Je postule en fait je postule en direct. L'offre passe en direct. C'est un cabinet ici qui s'appelle FMI Ressources, qui à l'époque avait une bonne place ici. Et voilà, je postule et je fais partie des quelques candidats retenus. Mais je sais d'entrée, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je sais d'entrée que j'ai un profil qui va... Un peu atypique. Voilà, atypique, qui va percuter. Et surtout, je suis bilingue anglais, ce qui à La Réunion à ce moment-là n'est pas simple à trouver. Et que j'ai déjà bossé dans les RH. Parce que BAT dépend pas de Paris, du coup ? Non, BAT dépendait du Kenya. D'accord, donc il fallait parler anglais. Il fallait parler anglais, absolument. Tous les process arrivaient soit du Kenya, soit de Londres. Donc, il fallait les décliner en français, mais pour ça, il fallait parler anglais. Et tu reportais à un DRH au Kenya. Enfin, voilà, c'était la langue de travail à 80% du temps, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, mon seul souci, entre guillemets, à ce moment-là, c'est que justement, je viens d'un parcours RH
axé développement, tu vois, people development, et qu'on me demande d'être assistante RH et de faire du droit social, de mettre en place des détections du personnel. Et moi, ouais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et donc voilà, le jour où on m'appelle pour me dire que j'ai le poste, je me souviens descendre dans une librairie à Saint-Pierre qui existe toujours, que j'aimais beaucoup à ce moment-là, chez Casal, m'acheter mon premier livre de droit du travail en me disant bon, il va falloir que je m'y mette parce maintenant j'ai le poste, je vais apprendre. Je vais apprendre le truc. C'est pourquoi on va me payer. Et en fait, non, ça se passe super bien, quoi. Au final, j'apprends sur le tard, j'apprends en faisant en fait. Je crois que c'est une des meilleures façons d'apprendre, mais j'ai les réflexes pendant mon DBSS quand même à Aix-en-Provence en management RH. J'ai appris en fait à chercher dans un code du travail, à aller chercher la bonne information, à vérifier les jurisprudences. Enfin bref, j'ai ces réflexes, les réflexes qui font que j'ai pas besoin d'avoir tout en tête, mais que je sais où trouver l'information. Tu sais observer aussi. Et j'observe, exactement. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis la seule référente entre guillemets dans le domaine dans la boîte. Donc, c'est pas que je peux dire ce que je veux, je me serais pas permise, mais que je vais pas me faire prendre à contre-pied dans ce que je fais. Je peux prendre des risques et apprendre. Et du coup, une super expérience aussi, où du coup, je me retrouve à beaucoup partir sur Maurice, parce qu'on est couplé avec le bureau de Maurice. Et à voyager, toujours, tu vois, le voyage toujours là, l'Afrique, avec pas mal de déplacements en Afrique, que je découvre du coup, que je connais pas du tout, quoi. T'es allé où du coup ? Et du coup, j'ai fait le Kenya, j'ai fait le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et effectivement, des belles découvertes, quoi. De très belles découvertes, des super rencontres. Et puis de voir le milieu du tabac. Et le milieu du tabac, c'est autant j'arrivais de la bulle Internet, c'était quelque chose, autant le milieu du tabac, c'était aussi assez particulier. Ils font des milliards aussi. Hein. Ils font des milliards, effectivement. Les conditions financières sont assez incroyables. Et les conditions de travail sont plutôt bonnes, j'ai envie de dire. Et surtout, ce dont je te parlais tout à l'heure, le fait d'investir dans le développement des gens, c'est vraiment une vraie stratégie. Et du coup, certes, tu es dans de très bonnes conditions, tu es bien payé. C'était vraiment quelque chose dans le tabac qui est vraiment connu. Mais alors par contre, en termes de formation et de séminaire, c'est vraiment incroyable. Toutes les possibilités qui te sont données. Et tu as un plan de développement personnalisé annuel. On te tire vers le haut vraiment. Ce qui d'ailleurs est compliqué pour des personnes qui ne souhaitent pas évoluer ou qui ont atteint leur limite. Tu peux pas en fait, tu peux pas stagner. Il faut toujours évoluer, il faut monter, il faut faire autre chose. Et donc on te demande très rapidement où tu te vois dans 1 an, où tu te vois dans 2, qu'est-ce que tu veux faire. Donc très rapidement les choses s'emballent. Et on commence à me proposer des postes à l'étranger, en Afrique du coup, sur la zone Afrique. Et ce qui est assez drôle avec du recul, c'est qu'à chaque fois qu'on va me proposer une opportunité, le pays, dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, le pays entre en guerre, où il y a une rébellion. Et du coup, direct, je dis non. Je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'attirait de me retrouver dans une prison dorée. On m'avait proposé le Congo, par exemple. Bon, franchement, j'ai pris peur, ça m'a pas attiré. Et voilà, du coup, de fil en aiguille, mon posting, comme ils appellent ça, est reculé, quoi. Et on bascule en service partagé RH, service partagé qui va être géré au Kenya. Et toutes les entités vont reporter, en fait, et ils délocalisent le personnel, et ainsi de suite. Et on me propose, du coup, d'aller au Kenya, faire partie de cette équipe du service RH partagé qui va gérer les différents pays. Et ça me tente moyen. Parce que je me rends compte que, si tu veux, à ce moment-là, j'ai déjà suffisamment navigué et rencontré du monde dans ces milieux, dans ces domaines, pour me rendre compte qu'en fait, la businesswoman à l'international que je voulais être, finalement, c'est pas moi. Et c'est pas ce que je veux pour ma vie. D'accord. Et que les gens que j'ai croisés, qui m'ont d'abord fait rêver, finalement, après coup, je les enviais plus du tout, quoi. Et je me rends compte que si je rentre dans ce schéma, je mets le doigt dans l'engrenage et après, c'est très compliqué d'en ressortir, quoi. Donc, que tu tiens à ta vie privée, en fait. C'est ça. Au final. Je tiens à ma vie privée, à mon équilibre de vie pro et privé, et que le boulot ne faisait pas tout pour moi et surtout pas à n'importe quel prix. Et moi, il m'a fallu rentrer à La Réunion pour me rendre compte de ça, en tout cas. Ouais, tu vois, mais il y a quelque chose à un moment qui nous rappelle... ici, on vit sur une île qui est tellement belle que tous les jours, ça nous rappelle qu'on peut avoir... Il y a le travail, mais il y a aussi à côté, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, voilà, du coup, je refuse une fois de plus.
Et là, on me fait comprendre que c'est gênant, c'est vraiment gênant. De refuser comme ça. Encore une fois, ce type d'opportunité totalement incroyable, enfin bref. Et moi, je me dis, mais non. Et donc, je leur propose un deal, en fait, c'est qu'ils me licencient et que moi, je me mette à mon compte. Et qu'en fait, je gère la partie RH en étant externe et que j'assure du coup la transition vers le Kenya. Qu'ils acceptent. Donc, c'est ton premier client chez Latitude RH. Alors, à ce moment-là, c'est Optimum RH. Optimum RH. Et donc, voilà, je démarre avec British American Tobacco. Donc, tu vois, quand je vais chez d'autres clients pour des marchés... mon client, excusez-moi du peu. Voilà, bref, c'était drôle. C'était une tactique que j'avais prise, du coup, à me dire, ça va sûrement m'aider, quoi. Bon, t'es pas commercial, mais tu as quand même certains leviers que tu sais utiliser. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on me donne les bonnes cartes, c'est bon. Donc, j'ai travaillé chez Google et en plus, mon premier client, c'est British American Tobacco. C'est pas mal. Donc là, c'est le premier saut dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et tu montes quoi ? Tu montes une auto-entreprise ? Je me mets en EURL. Ouais. Et puis voilà, hop, je me lance avec eux, je fais ça. Et je démarre une formation de coaching pour justement devenir coach certifié. Parce que à ce moment-là, le coaching que j'aimais, je l'avais découvert à l'IAE d'Aix-en-Provence. Je me dis finalement, quand j'étais chez British American Tobacco, j'ai fait du coaching, j'ai été coachée, je vois ce que c'est, je vois tout à fait le truc. Et en fait, finger in the nose, moi je vais y aller, je vais faire du coaching. Mais pour être légitime auprès de mes clients, j'ai compris que c'était important... cette certification, le fait d'avoir une carte entre guillemets. Donc je me dis, je vais faire une formation comme ça, j'aurai ça, mais formalité quoi. Ah ouais, non. Ah ouais non. Dire que... Quand j'ai démarré la formation donc avec Agile Coaching, Annick Wasmer donc à ce moment-là qui mène la formation, je comprends que effectivement là je mets les pieds dans un univers qui va énormément me plaire, mais qui est bien plus contraignant et rigoureux que ce que j'imaginais. Et je découvre le vrai métier de coach, qui fait que déjà tu dois avoir fait un travail sur toi, tu dois suivre une thérapie, une psychothérapie pour, on appelle ça nettoyer tes lunettes, qui est donc qui peut remuer certaines choses. Je découvre qu'il y a une bibliographie pas possible, qu'il y a une liste de concepts à maîtriser pas possible, et qu'il y a un travail direct à la psychologie exactement aussi, quoi. Et donc ça remue et c'est un travail sur soi qui est pas simple quoi. Et puis que dans la pratique c'est très exigeant, que tu te décrètes pas coach comme ça, enfin on ne devrait pas en tout cas, mais que ce soit pas un métier aujourd'hui qui soit normé. Mais du coup voilà, je pratique, j'apprends et je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de faire ce choix de formation, et je deviens petit à petit coach en faisant ça. Voilà, certification obtenue du coup en 2011. Et donc il y a quand même une parenthèse où tu es DRH à la SIDR. Ouais. Pendant 1 an, c'est ça ? 1 an et demi, ouais, c'est ça, en 2014. Oui, alors la SIDR, donc effectivement j'étais à mon compte et la SIDR m'appelle, Bernard Fontaine, le nouveau DG depuis quelques mois m'appelle pour me dire voilà, on m'a parlé de vous et j'ai un séminaire cadre à animer et j'aimerais bien que ce soit vous qui animez ce séminaire. Donc on se rencontre, on prépare ça match plutôt bien. Et j'anime du coup le séminaire, son premier séminaire cadre qu'il met en place. Et quelques temps après, il me rappelle, je me souviens toujours, un lundi matin, il devait être 7h30 ou un truc comme ça, c'était très tôt, j'étais sur la route. Et en gros, il me dit, voilà, j'ai besoin d'une DRH et j'ai pensé à toi. Et il faut que tu me rendes réponse avant vendredi 11h30. Voilà. Voilà. Et puis j'accepte en fait, C'est un gros challenge parce que la SIDR c'est quand même 460 personnes. J'allais avoir une équipe RH de 6 personnes, des gros budgets, des syndicats bien installés, une société qui a 25 ans d'ancienneté, plus de 40 000 logements sociaux sur La Réunion. Enfin, un gros truc quoi. Une grosse machine. Mais j'y vais, ça m'attire, ça me tente et je relève ce défi-là. Et effectivement, une très belle expérience, très formatrice, où j'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres, sur ce type de... Donc une SEM, Société d'économie mixte, que je ne connaissais pas, un milieu que je ne connaissais pas du tout.
Je me confronte aux syndicats, aux instances représentatives du personnel qui sont bien installées. Et j'apprends du coup à travailler avec eux, à comprendre comment ils fonctionnent, à comprendre comment ils sont. C'est finalement ces gens-là qui sont très impliqués dans la vie de l'entreprise. Et surtout, en fait, j'ai un mentor. J'ai un mentor de folie qui s'appelle Georges Govinda-Samy. Un homme incroyable. Franchement incroyable, c'est franchement le plus grand professionnel que je connaisse de mon parcours à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un d'incroyable. Et j'apprends en fait à ses côtés. C'est donc le directeur adjoint. D'accord. Et il gère tout. Enfin, tu sais pas comment, il maîtrise tout, il connaît tout sur tout. Et il est tout le temps présent, il a tout le temps le sourire. Il est jamais énervé, il n'énerve jamais personne. Tout le monde l'aime. Il est jamais fatigué. Il arrive super tôt, il repart super tard. Enfin, tu sais pas en fait, tu comprends pas. C'est un personnage incroyable. Et donc j'apprends la gestion sociale à ses côtés. Toutes les réunions au départ, on les fait ensemble avec les délégués, les réunions de négociation. On a une grève qui nous tombe dessus, on la gère ensemble. Donc j'apprends de ce grand monsieur. Et du coup, ça me développe énormément dans mon métier RH. Et je deviens DRH, ce que je n'étais pas en fait en prenant le poste. Après, ça a été une mission qui a été très challenging, qui n'a pas été simple. Et puis c'était pas à côté de chez toi non plus. Et c'était pas à côté de chez moi, c'est ça. Tu mets le doigt dessus. J'avais donc j'habitais Saint-Leu. Et surtout, à ce moment-là, j'avais mes jumeaux qui rentraient tout juste à l'école. Et je me suis vite rendu compte à la pratique que c'était très compliqué de gérer tout ça de front. Et donc voilà, je décide de passer à autre chose, sachant qu'en plus, j'ai envie de dire, la réalité ce à quoi j'étais confrontée ne correspondait pas à ce que j'étais allée chercher. D'accord. Et finalement, je me suis dit non, il faut que je retourne à ce que j'aime vraiment. Et donc voilà, je m'arrête au bout d'1 an et demi et je me relance directement à mon compte. Cette fois-ci en tant que MC Latitude RH. D'accord. Voilà. Et donc tu fais quoi chez MC Latitude RH? Du coaching, oui. De la fonction RH? Oui. Tu fais et de quoi? la formation. Voilà, j'ai ces 3 casquettes-là en fait. Je fais du conseil RH et de l'externalisation RH. Ouais. Je fais de la formation en RH et de la formation en développement de l'efficacité professionnelle. D'accord. Et je fais du coaching individuel et collectif en entreprise. D'accord. Donc voilà, c'est mes 3 activités très complémentaires et à la fois différentes les unes des autres. Et en fait, j'ai pas de routine. Tu vois, et j'ai souvent pas l'impression de travailler en fait, parce que j'aime vraiment ce que je fais et que du coup c'est tellement varié que j'ai pas le temps de me lasser sur un dossier. Je change tout le temps, il y a des clients nouveaux, des nouvelles sociétés, des nouveaux métiers qu'il faut que j'apprenne, que je découvre, des nouveaux contextes. Enfin, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps de me poser la question, de me dire ça me plaît pas. Non, je suis dans le feu de l'action en fait, et j'aime beaucoup. Et puis j'aime le côté que effectivement le matin t'es dans une société de BTP, l'après-midi je suis dans une société d'import-export, et puis le lendemain je vais coacher un dirigeant en prise de poste. Enfin, c'est divers et varié quoi. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu fais? Le coaching, de loin. Ouais. De loin, le coaching. Le one-to-one avec les dirigeants? Oui, alors avec les dirigeants, mais c'est pas uniquement des dirigeants, hein, c'est aussi des managers en prise de poste, des managers en reconversion. Voilà, c'est tout type de profil, j'ai envie de dire, le coaching. Tu vois, il y a aussi eu des personnes qui avaient envie de se reconvertir et qui avaient besoin d'être accompagnées à ce moment-là. Donc c'est ce que j'aime justement dans le coaching, c'est que c'est pas axé uniquement vers les dirigeants, c'est ce qu'on pourrait penser. Il y en a qui se spécialisent dans le coaching de dirigeants. Voilà, moi j'ai envie de dire, j'aime aussi que ce soit varié dans ce domaine-là finalement, quoi. Et que c'est ce qui est intéressant avec le coaching, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être expert dans le métier de l'autre, parce que tu viens avec une méthodologie de questionnement, d'accompagnement, une compétence d'écoute, mais tu viens pas pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc finalement, je peux accompagner, j'ai envie de dire, n'importe qui dans n'importe quel domaine. C'est pas gênant. Je vais apprendre avec lui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant en tant que coach au départ, c'est qu'on se positionne entre guillemets de façon un peu naïve, où on peut dire avec un regard un peu extraterrestre, on joue au petit extraterrestre, où on arrive et on va poser plein de questions, où l'autre va se dire pourquoi elle me demande ça, enfin, ça paraît évident. Ouais, ok, c'est peut-être évident pour toi,
Mais il y a peut-être des choses que tu vas me dire qui vont m'amener sur autre chose. Ouais. Et voilà. Donc voilà, du coup, j'apprends beaucoup. Et tu coaches aussi des politiques ou pas? Non, j'ai jamais fait ça. C'est vraiment, ce que je me posais cette question, est-ce que les coachs en général c'est pour les dirigeants ou pour les managers, mais est-ce qu'il y a des coachs pour les politiques? Je sais pas. Bien entendu. Ouais, sûrement. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Et ouais. tu me parlais de la balance juste entre vie privée et vie Oui. pro. Ouais. Et du coup, Martine Cadet dans la vie privée, c'est qui? Eh ben écoute, déjà, donc, comme je te disais, maman de deux petits garçons, Elliot et Léo. Donc maman très investie quand même auprès de mes garçons. Et qui, en même temps, a compris que pour être aussi une maman épanouie, j'avais besoin d'avoir mon temps à moi pour faire du sport, parce que j'aime beaucoup le sport et que c'est en faisant ça que j'ai de plus en plus d'énergie et envie de faire des choses. Donc voilà, il faut que je puisse dégager du temps pour faire du sport. Genre, tu fais du Krav Maga, tu fais Non. de la boxe thaï? Essayez. Non, je fais... Est-ce que tu fais le même sport que ton frère, en fait, c'est ça? Je faisais. Alors, j'ai gardé le squash, tu vois. Je fais toujours du squash et lui aussi. Donc voilà. Mais depuis, voilà, il s'est mis au golf. Je me suis pas mise au golf. Tu vois, ça s'est arrêté. Passé le lycée, j'ai su après naviguer par moi-même. Mais voilà, non, je cours pas mal, je fais du vélo. Là, récemment, j'ai testé le beach tennis. Enfin, voilà, j'aime faire des activités sportives. Le yoga, je m'y suis remise. Enfin, c'est plus cette notion de me dire que je prends du temps pour moi. Tu vois, je m'accorde ça, je me permets ça. Et que c'est un moment où il n'y a plus que, comme on dit en anglais, me, myself and I, quoi. Point barre, quoi. Et du coup... le fait de m'investir là-dedans fait que je suis ensuite pleinement disponible pour les enfants ou pleinement disponible pour mon boulot et voilà. Alors justement, c'est sur une semaine, comment tu t'organises? C'est intéressant parce que moi je suis sûr que ma femme et moi on en aura bientôt besoin. Alors, sur une semaine... Coach de... C'est pas mon domaine, coach de vie, tu vois, mais tu vois, je te dirais que voilà, j'ai trouvé une astuce qui peut faire sourire, mais en fait, du coup, moi, je suis en garde alternée avec mes enfants. D'accord. Donc, du coup, effectivement, mes semaines ne se ressemblent pas. Ouais. La semaine avec les enfants, effectivement, c'est une semaine où c'est la course, quoi. Tu vois, la journée commence tôt et se termine tard. Et qu'effectivement, il y a cette notion où c'est d'abord eux. Et le matin, c'est très vite la course et c'est assez sympa d'avoir l'impression de faire le grand raid tous les jours, tu vois. Ouais. Et de courir après le temps, tu sais pas pourquoi. Et puis après, hop, ils partent. Je les dépose à l'école. Et puis il y a le boulot. Soit je vais en clientèle directement et donc je suis à fond sur la route dans les embouteillages et tout ça. Soit je vais bosser de mon bureau. Auquel cas, voilà, le rythme se pose. J'ai mon emploi du temps à tenir. Et puis de les récupérer. Alors maintenant j'ai la chance de m'autoriser et de pouvoir me l'autoriser, de réduire mes journées pour pouvoir justement les récupérer plus tôt et passer du temps avec eux le soir. Ouais. Et je me suis rendu compte que plus j'étais en capacité de leur octroyer un temps qualitatif, et mieux ça se passait ensuite dans justement la gestion du quotidien, parce que voilà, on a beau passer des bons moments ensemble, mais reste l'essentiel qui est qu'il faut prendre sa douche, se brosser les dents, aller au lit, faire les devoirs, lire les histoires, enfin tu vois, un peu tout ça. Enfin tu verras bientôt. Oui, je verrai. Tu verras, c'est très fun. Et c'est très fun, mais c'est très crevant. Et une fois que tu as le doigt dans l'engrenage, en fait, le soir, à partir du moment... Je me fais toujours cette remarque, tu vois, à partir du moment où j'ouvre le portail de l'école et que je les récupère, je sais que c'est non-stop jusqu'à ce que je les couche. Et c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est un rythme auquel tu te fais. Hein, et heureusement, tu verras, ça démarre pas comme ça, parce qu'ils sont pas au taquet dès qu'ils naissent. Ouais. Mais du coup, voilà, donc je sais que ces moments-là leur sont dédiés et on fait plein de choses ensemble. Et parfois non, parce que j'ai pas forcément le temps. Ils se sont habitués au fait que j'ai mon bureau à la maison. Donc c'est un espace à respecter, qui est pas toujours facile à respecter, que ils ont toujours besoin de comprendre le travail de maman, t'étais où et pourquoi t'es pas toujours au même endroit et ceci. Donc on a des échanges aussi, tu vois, là-dessus, de leur faire comprendre que c'est un choix que j'ai fait qui est peut-être pas conventionnel, mais qui permet cette qualité de vie qu'on a ensemble, quoi. Que voilà, qu'aujourd'hui si je décide de venir vous chercher à 3h30, c'est parce que il y a tel soir je suis venue vous chercher, il était 7h30 et voilà, qu'il y a cet équilibre là à trouver. Donc voilà, et puis après une fois qu'ils sont couchés, je retourne travailler, tu vois, parce que tu es indépendante et que, et que tu t'es dit que tu allais être beaucoup plus libre en étant indépendante. Bon, j'avais toutes ces factures à faire, il faut que je les fasse. Et c'est ça, exactement. Voilà.
Ok, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Il y a quelques questions que je pose à peu près à tout le monde. Je pense qu'il y en a certaines, tu as plus ou moins répondu sur tes semaines, comment tu es bien organisé et tout. Ouais. Mais par exemple, une habitude magique que tu as prise et qui depuis fait que tu gères mieux ton temps ou ça a changé un peu ta vie, on va dire. Alors, Mais vraiment une habitude. Alors oui, il y en a une. Il y en a une qui peut avoir une répercussion sur la gestion de mon temps, mais pas que. C'est en fait la gratitude. Je me suis mise, il y a quoi maintenant Ça va faire 2 ans, tiens. Tu vois, ça va faire 2 ans. J'ai pris l'habitude, en fait, tous les matins, d'avoir ce petit rituel de gratitude face à l'univers, en gros, pour tout un tas de choses, en fait. Au début, c'est pas évident, tu cherches un peu, puis très vite, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses, en fait, dont on peut être plein de gratitude. Et en fait, cette habitude-là, elle m'a fait changer mon regard sur ma vie et sur la vie en général. Et je pense que le fait que j'ai changé ce regard, que j'ai eu une vision plus positive, plus optimiste, plus réaliste aussi peut-être, a fait que je me suis moins accrochée à certains détails parfois qui me paraissaient compliqués ou à certains moments plus difficiles. D'être plus dans l'acceptation, je dirais. Les obstacles sont plus des montagnes du coup. Ça reste une montagne à franchir, mais voilà, ça fait partie d'un parcours, j'ai envie de dire, d'un cheminement, et que justement la gratitude fait que tu te rends compte qu'il y a quand même plein d'autres choses à côté qui sont extraordinaires en fait. Donc voilà. Donc se réveiller le matin en se disant qu'on a de la chance, voilà. Puis cool. C'est pas juste se dire qu'on a de la chance, c'est se dire pourquoi on a de la chance, c'est de bien identifier tous ces éléments-là, quoi. Tu vois, bien se rappeler. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un peu, moi je fais le parallèle, mais à chaque fois que je tombe malade, je me dis putain, mais j'étais trop bien quand j'étais pas malade. Du coup, c'est vrai que quand t'es pas malade, il faut que c'est ça, tu vois, la gratitude, c'est que tu anticipes ça, c'est que tu le fais malgré tout, quoi. Tu vois, tu le fais quoi qu'il un jour, arrive. il y aura des problèmes, alors. Question Facebook. Donc c'est une question, toi tu as été chez Google, mais t'as pas été chez Facebook. Non. Et si tu passais un entretien chez Facebook, ils te demanderaient qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur. Si j'avais pas peur. Tu sais quoi, déjà, je trouve la question bizarre, en fait. Parce que la peur, c'est important, c'est essentiel. La peur, c'est ce qui fait qu'on se dépasse, qu'on va faire des nouvelles choses. Et le fait de ne pas avoir peur, ça pourrait être un signe de prétention, de se surestimer ou d'insalubrité mentale. Peut-être aussi, tu vois, je sais pas. Donc oui, bon, ok. Alors, imaginons que j'avais pas peur. Ouais, là, comme ça, j'ai envie de dire, je crois que je partirais faire un tour du monde, là, comme ça, demain. Tu vois, hop, là, demain matin, hop, c'est parti. Voilà, ça serait ça, je crois. Mais tu commencerais par quel pays ? L'Australie. Ouais. Ouais. T'y es jamais allé encore ? Si. Ouais. si. Ok. Si t'avais un grand billboard qui était visible de tous les Réunionnais. Ah ouais. Un billboard, enfin une pancarte quoi. Ouais. Avec un message, un dessin, ce que tu veux, qui se mettrait dessus. Genre si c'était vraiment à l'entrée et à la sortie de la route du littoral, comme ça on est sûr que tout le monde le voit. Vous avez 2 heures. C'est ça. Non, je crois que je leur mettrais souriez et continuez de sourire. Ok. Et enfin, qui est-ce que tu aimerais entendre dans The Little Big Show pour oui, c'est vrai. Un prochain épisode si tu as envie de nominer quelqu'un? Alors oui, effectivement, c'est pas toujours simple de savoir qui proposer, mais j'y réfléchis forcément. Et je vais nominer Morgane Palmieri, anciennement Morgane Trapu, qui a monté Réunion Portage à La Réunion. Et on n'en a pas parlé, on n'a pas forcément eu l'occasion, mais donc je suis salariée portée chez Réunion Portage. D'accord. Donc en étant indépendante, elle me permet d'avoir un statut quand même de salariée. Donc c'est un statut qui est nouveau. Et Morgane, elle a un parcours aussi professionnel très intéressant. Donc voilà, Morgane, bon. Je passe le relais. Morgane, si tu nous entends. Martine, merci beaucoup. Et puis je te dis à la prochaine. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est Noël le dimanche. Ouais, toi aussi. Puis encore merci et à bientôt. À bientôt, merci. Ciao.
vous êtes encore là, ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.